Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire Neurosphinx. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est les autosondages et les maladies rares. Et pour ça, on a le professeur Amarinko, docteur Le Breton, docteur Chesnel, docteur Haddad et le docteur Perronnet qui vont nous parler de ce thème et qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc on va commencer par professeur Gérard Amarinko qui va nous parler des indications des autosondages dans les maladies rares neurologiques. Alors, Je vous laisse la parole. je vais faire une petite introduction, on est donc ravis avec toute l'équipe de partager avec vous ce premier webinaire effectivement de la filière Neurosphinx et puis de le partager sur l'autosondage parce que l'autosondage a quand même révolutionné la neurologie, révolutionné en termes de pronostic vital, mais aussi révolutionné en termes fonctionnels, parce que l'autosondage, on va le voir dans un instant, ne sert pas qu'à vider la vessie, il sert aussi à assurer la continence pour tous les patients. Donc, effectivement, la répartition des rôles est la suivante. Je vais aborder les indications de l'autosondage. Camille Chenel va aborder les complications. Rebecca Haddad va aborder la spécificité des autosondages chez la personne âgée, parce qu'on a des pathologies rares qui surviennent chez la personne âgée. On aurait pu choisir l'enfant, là on a choisi la personne âgée. Frédéric de Breton abordera la problématique des alternatives en termes de drainage et enfin Benoît Perronnet, tout ce qui est l'aspect chirurgical. Donc je vais débuter par les indications de l'autosondage dans les maladies neurologiques rares de l'adulte. Alors, c'est quoi les indications des autosondages? Vous les voyez résumées sur cette diapositive. On sait tous que la vessie se contracte et en bas, il y a un sphincter, un robinet qui permet d'assurer la continence. Si on se sonde, c'est parce que la vessie ne se vide pas. Et si la vessie ne se vide pas, il y a plusieurs raisons. Soit la vessie ne se contracte pas, soit le muscle vésical est déficient, soit alors le robinet, le système résistif est trop puissant, trop fermé, et ce sphincter ne s'ouvre pas pendant la contraction du détrusor, pendant la contraction de la vessie. C'est les deux raisons essentielles qui président à l'indication des autosondages. Mais il y en a d'autres, parce que parfois la miction reste possible, mais elle est incomplète, c'est-à-dire qu'il reste un résidu post-mictionnel, et cette miction s'effectue par des poussées abdominales. Et donc, on sait très bien que la poussée abdominale est délétère pour la vessie elle-même, mais aussi pour le haut appareil, dont l'autosondage permet de suppléer à cette contraction déficiente et à ces poussées abdominales qui risquent d'endommager la vessie et d'endommager les reins. Puis parfois, on fait des autosondages, on demande aux patients de réaliser des autosondages, car on donne des médicaments pour relaxer la vessie. On a un certain nombre de patients qui ont des vessies qui se contractent trop, des vessies hyperactives, des détruseurs hyperactifs, qui vont entraîner des fuites urinaires par urgence, qui vont entraîner des risques de reflux de la vessie vers les reins. Et donc, on va désactiver pharmacologiquement la vessie, soit par des médicaments par la bouche, des anticholinergiques, soit par exemple de la toxine botulique en intra-détrusorien. Et donc, à ce moment-là, la vessie ne fonctionne plus pour des raisons chimiques, on est bien obligé d'effectuer des autosondages. C'est pareil quand le chirurgien, et Benoît nous en parlera tout à l'heure, va agrandir les vessies avec un bout de côlon, par exemple, pour pouvoir la mettre à basse pression, il faut bien que le patient puisse assurer la vidange par des autosondages. On peut aussi infliger, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple à réaliser, des autosondages aux patients quand la vessie se contracte, quand le sphincter s'ouvre, mais que cette miction est incomplète pour différentes raisons de contractilité du détrusor, du muscle vésical. Et on sait très bien que le résidu après la miction constitue un risque important, notamment en termes infectieux. Et puis, ce qu'il faut dire, enfin, toujours en introduction, c'est que malheureusement, pour l'instant, et on le verra sur la dernière diapositive, il n'y a pas d'alternative à la réalisation des autosondages quand on n'a pas de médicaments efficaces pour pouvoir assurer une bonne vidange. Alors, cliniquement, cette rétention, cette dysurie va s'exprimer comment? Soit par une rétention complète d'urine, soit par la nécessité de pousser pour uriner, soit parce que le jet est faible, la miction fractionnée, syncopée, en plusieurs jets successifs,
parce que parfois le patient perçoit un résidu postmictionnel, si tant est qu'il puisse encore avoir une bonne sensibilité. Et puis parfois, c'est par des complications de la rétention incomplète que l'indication de l'autosondage se crée par les infections répétées, par une augmentation de la fréquence d'émission secondaire au fait que la vessie ne se vide pas complètement et donc à chaque fois on est obligé d'aller uriner fréquemment. Alors sur le plan urodynamique, on observe quoi? Ben, deux types de vessie. Soit, je vous l'ai dit, le sphincter est trop fermé malgré la contraction de la vessie et la vessie ne se vide pas, il faut s'autosonder. Voilà un exemple, la vessie commence à se remplir, il y a une forte contraction pour essayer d'uriner, mais malheureusement en même temps, l'activité du sphincter, l'activité résistive des résistances urétro-sphinctériennes s'emballe et donc ça fait un véritable obstacle fonctionnel à l'évacuation des urines. On est obligé de s'autosonder. Et puis à l'inverse, on a des vessies qui sont complètement paralysées, complètement inertes, des vessies baudruches, hypocontractiles, hypercompliantes, à grande capacité, sans aucune possibilité de contraction volontaire. Et donc là aussi, on est obligé de s'autosonder. Et on peut mesurer cette obstruction par l'urodynamique avec des index d'obstruction. On peut mesurer cette absence de contractilité par des index de contractilité par un bilan urodynamique. Alors, d'où ça vient quelles sont les pathologies neurologiques en cause? Eh bien, il y a toute une série de raisons possibles pour la rétention d'urine qui va déterminer ces autosondages. Ça peut être une lésion directe des centres activateurs de la miction dans des lésions plutôt cérébrales. Ça peut être une lésion des faisceaux de conduction au niveau de la moelle épinière. Ça peut être une lésion spécifique des centres qui pilotent la contraction du sphincter et du relâchement du sphincter. Donc, toutes les pathologies neurologiques, en fait, peuvent donner lieu à une rétention d'urine et donc peuvent donner lieu à la réalisation, à la nécessité d'autosondage. Alors, c'est un peu compliqué au cours de toutes les pathologies neurologiques parce que cette cause neurologique peut être surajoutée à des problématiques mécaniques, hein, par exemple la prostate quand le garçon vieillit, comme par exemple les prolapsus chez la fille. Et puis, c'est complexifié, vous le voyez ici, par le vieillissement de l'appareil vésico-sphinctérien et par les médicaments que peuvent prendre les patients qui vont intervenir dans la physiologie, dans la contraction de la vessie. Alors, pourquoi on demande aux patients de s'autosonder? Ben, si la vessie ne peut pas du tout se vider, ben, il faut bien qu'il arrive quand même à vidanger sa vessie périodiquement. Mais sinon, on essaye d'éviter le caractère, encore une fois, délétère des poussées abdominales parce que la rétention va entraîner des infections urinaires, va entraîner, comme vous le voyez ici sur cette radiographie, des reflux entre la vessie et les reins et abîmer les reins. Le fait de pousser pour uriner, ben vous voyez, ça peut créer chez la femme une descente des organes rectaux, gynécologiques, vésicaux, ça peut créer des calculs, ça peut créer des déformations de la vessie, etc. Donc, il faut absolument, absolument vider la vessie à basse pression. Alors, je vous disais, toutes les pathologies neurologiques peuvent déterminer des rétentions d'urine, des pathologies cérébrales, des pathologies médulaires à quelque niveau que ce soit, hein, au niveau de la moelle haute ou de la moelle basse. Et il y a même aussi des atteintes dites végétatives du système nerveux autonome qui peuvent donner lieu à une rétention d'urine et donc nécessiter les autosondages. Pour ce qui nous intéresse au sein de la filière, eh bien, vous reconnaissez sur ces radiographies eh bien, toutes les pathologies qui nous intéressent et que nous prenons en charge et qui sont pourvoyeuses de rétention urinaire, soit par inactivité de la vessie, soit par hypercontraction du sphincter, comme les cavités syringomyéliques, comme les moelles fixées attachées basses et les spinalipomes, comme des ectasies durales, comme des kystes volumineux au niveau de la moelle épinière basse et des racines sacrées. Alors, la place des autosondages dans, on va dire, l'algorithme de traitement des rétentions, eh ben, vous voyez que très rapidement, une fois qu'on a éliminé ce qu'on appelle les épines irritatives et que la miction n'est pas bien parfaite, ce n'est pas les alpha-bloquants, ce n'est pas les injections de toxines dans le sphincter, ce n'est pas encore la neuromodulation périphérique qui permet d'évacuer les urines. Le vrai gold standard, c'est la réalisation des autosondages. Pour le reste, la neuromodulation des racines sacrées et la chirurgie, on en parlera tout à l'heure.
C'est la dernière diapositive que je vous montre. C'est pour ceux qui sont sous autosondage ou les médecins qui prescrivent l'autosondage. Il faut attendre quand même dans les années à venir des progrès, parce que le but, c'est pas que les patients se sentent toute leur vie, c'est d'essayer de trouver, vous le voyez, des solutions chirurgicales ou médicamenteuses. On parle désormais de cellules souches qu'on pourrait injecter dans la vessie. On peut faire des chirurgies, on peut imaginer des chirurgies de neurotisation pour réinnerver la vessie. Et puis, on peut imaginer, et il y en a beaucoup dans ce qu'on appelle le pipeline, des drogues, des médicaments qu'on est en train d'inventer pour contracter la vessie et éviter ainsi les autosondages. Voilà, donc c'était un petit survol des indications de l'autosondage et je vais tout de suite passer la parole à Camille Chenel pour la suite du topo. Je vais couper mon micro et je crois que c'est vous qui allez terminer mon partage d'écran, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir accepté du coup de me convier à ce webinaire. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc on va parler des complications aux autosondages. Alors, Monsieur Marinko l'a rappelé, les autosondages sont quelque chose d'important et d'absolument nécessaire pour lequel les alternatives aujourd'hui ne sont pas encore disponibles. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de connaître les complications? Et bien parce qu'en fait, les complications vont être vont déterminer l'adhésion des patients, et notamment deux complications qui sont la douleur, qui est un facteur de mauvaise adhésion, et les infections urinaires, qui, on le sait, sont un facteur de risque d'abandon. Donc, on va s'intéresser plus particulièrement dans un premier temps aux infections urinaires des patients sous autosondage. Alors, quand on regarde la littérature, on a énormément de données, et pour autant, ces données sont anciennes, souvent de faible qualité méthodologique, elles sont souvent rétrospectives, des enquêtes téléphoniques, et donc on manque de données vraiment d'évidence avec des preuves, un niveau de preuve suffisant. On voit quand même que l'infection, c'est effectivement ce qui est le plus rapporté et ce qui est le plus gênant chez les patients sous autosondage. Concernant la population de spina bifida, on a des études qui rapportent jusqu'à 28% d'infections urinaires récurrentes. Mais en fait, ce qui pose problème quand on regarde la fréquence des infections urinaires sous autosondage, c'est la grande variabilité des chiffres. Vous voyez que là, la fréquence, elle est entre 12% et 53% selon les études. Et en fait, la problématique, c'est tout d'abord la définition qui est très variable dans les études. Est-ce que c'est des infections symptomatiques? Est-ce que c'est un critère qui est sur l'examen des urines? Et en fait, donc ça, c'est différent selon les études, ce qui permet d'avoir une grande différence et d'être un peu perdu dans toutes ces données épidémiologiques. Et le deuxième point d'importance, c'est qu'en fait, on ne prend pas en compte les facteurs associés. Il est certain qu'un patient qui a un détrusor, une vessie qui n'est pas bien équilibrée, aura plus d'infections urinaires que si la fréquence des autosondages est insuffisante, si les volumes sont mal toléré, si le sondage n'est pas bien effectué, s'il y a une constipation, si l'hydratation est insuffisante ou s'il y a une grosse atrophie du verre, eh ben on a un facteur de risque augmenté d'infection urinaire. Et ces paramètres, ces facteurs associés ne sont pas pris en compte dans les études, ce qui est un facteur en fait de variabilité de cette fréquence. Alors, quand on regarde comment on peut éviter et quels sont les facteurs favorisants des infections, la première chose, c'est que si on regarde la SPLIF, qui est donc la Société d'infectiologie française, ils vont donner des facteurs favorisants, qui sont l'activité sexuelle, l'utilisation de spermicides, une première infection urinaire précoce, un antécédent dans le premier degré, une notion de trouble statique, d'incontinence urinaire, de résidus ou de déficit en oestrogène. Et quand on essaie de retrouver les preuves sur ce qui est avancé, en fait, on a quand même très peu de preuves. Et le rôle des mesures hygiéno-diététiques qui sont toujours préconisées en premier lieu, en fait, c'est quand même pas clairement établi. Qu'est-ce que dit l'EAU? Ils disent qu'en cas d'infection urinaire récurrente, il faut tout d'abord optimiser le traitement neuro-urologique. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand il y a des infections, il faut aussi regarder l'équilibre de la vessie. Vérifier également qu'on n'ait pas de corps étranger dans la vessie. Qu'est-ce qu'on a comme données d'évidence? Eh ben, on sait que quand il y a des infections répétées sous autosondage, il y a des facteurs qui sont un peu protecteurs. Par exemple, les sondes hydrophiles véhiculent moins d'infections que les cathéters standards. Il y a moins d'infections sur des sondes à usage unique que quand c'était réutilisable. On sait que l'hyperactivité de la vessie est un facteur favorisant d'infections urinaires, en tout cas chez le blessé médulaire. Et il y a des études aussi qui sont d'origine commerciale, qui montraient que les sondes avec un embout introducteur diminuaient le taux d'infection. Et quand on regarde un petit peu le détail concernant le type d'infection urinaire,
et qu'on va s'intéresser par exemple aux orchiépididémites, alors là c'est encore pire, c'est-à-dire que les données sont excessivement variables, on a du mal à identifier le type d'infection urinaire dans les études et donc on a des prévalences qui sont très, très variables. On saurait que l'autosondage est un facteur favorisant, mais là encore, on n'a pas de données sur l'équilibre des trésors, sur la fréquence des autosondages. Et l'autre question qui se pose dans l'association aux orchiépididémites, c'est la question de la fertilité. On voit qu'il y a des germes dans le sperme qui sont fréquents, qu'il peut y avoir une hypomobilité des spermatozoïdes, mais en même temps, on sait que l'autosondage, dans la population spécifique de blessés médulaires, c'est un facteur plutôt de meilleur pronostic pour la fertilité. Donc là encore, des données qui sont discordantes. Si on regarde chez l'homme les effets sur la prostatite, eh ben on n'a pas dans les études d'études qui différencient vraiment les pyélonéphrites, les prostatites, et on a des cas qui sont rapportés dans des séries, mais qui ne nous permettent pas, en tout cas, de statuer sur le rôle des autosondages dans les prostatites. Et puis, reste la question importante et encore non résolue, qui est, devant un épisode de prostatite aiguë, chez un patient qui se sonde, est-ce qu'il faut continuer des sondages? Est-ce qu'il faut mettre un cathéter suspubien? Est-ce qu'il faut mettre une sonde à demeure? Aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui est résolu. Alors, on va parler des autres complications que les infections, et notamment des complications urétrales. Donc, la première, c'est la douleur, je vous l'évoquais au début. Là encore, les données sont faibles, mais on sait que chez des patients sous autosondage, il y a quand même des douleurs qui sont rapportées, avec parfois jusqu'à 36% des patients qui déclarent avoir une douleur. Là encore, le problème, c'est l'évaluation à la base, parce qu'il y a une méthode d'évaluation qui est validée, qui s'appelle l'ICDQ, qui est un score qui va coter la douleur en fonction de son intensité et de sa fréquence. Ce score, il a été validé en français en 2016 et que les études sont anciennes et donc n'utilisaient pas de données validées, donc on a du mal à les comparer l'une à l'autre. En termes de prévention, pour les douleurs, on est quand même assez en difficulté. On peut essayer de changer de cathéter, peut-être des cathéters hydrophiles prélubrifiés. On a des traitements, que ce soit des alpha-bloquants, de la toxine, mais sans aucune preuve. Et la xylocaïne pourrait apporter un bénéfice, mais elle est contraignante en vie quotidienne quand il y a plusieurs autosondages à faire. Et on a quand même des cas rapportés d'allergie et d'inflammation. Concernant le saignement et les fausses routes, on sait que les saignements ont une fréquence qui est entre 5 et 10%, mais certaines études rapportent une prévalence beaucoup plus importante, jusqu'à 74% à l'initiation et 28% qui peuvent rester à 3 mois de l'apprentissage. Là encore, c'est une donnée qui est peu évaluée. Concernant les fausses routes, la fréquence sera entre 6 et 9%. On sait qu'elle est plus fréquente chez l'homme et plus fréquente avec des sondes non hydrophiles. Concernant les sténoses, là encore une prévalence qui est très variable, entre 4 et 25%. On sait également que tous les patients qui ont une sténose n'ont pas eu forcément une urétrotomie et que ces sténoses, elles sont plutôt au niveau de l'urètre bulbaire. Concernant les facteurs favorisants, il est rapporté des durées d'autosondage prolongées, la fréquence des autosondages trop importante, un obstacle, une résistance à l'autosondage et un saignement fréquent. Mais là encore, quand on connaît la prévalence, par exemple, de la dyssynergie vésico-sphinctérienne, on peut se poser la question du facteur associé du contrôle du détrusor, et ça n'est pas donné dans les études. Concernant les autres complications, et notamment les lithiases, on est encore en difficulté dans la littérature avec des prévalences qui sont très variables, entre 1,5 et 49%. On sait qu'elles seraient plus fréquentes sur le haut appareil, et le docteur Le Breton vous en parlera, mais il y en a quand même un peu moins avec l'autosondage intermittent qu'avec la sonde à demeure ou le cathéter suspubien. Et des cas qui sont rapportés de facteurs favorisants, qui sont des poils ou des cheveux, qui sont à l'origine de lithiase et qui peuvent du coup être associés avec des erreurs techniques lors du sondage. Concernant le cancer, donc c'est quand même un lien de causalité qui n'est pas encore évident, le lien entre les autosondages qui entraînent le cancer, mais en tout cas, ça pourrait retarder les symptômes d'alerte. Et on a une grande étude en fait rétrospective sur 33 000 patients qui étaient des blessés médulaires et qui avaient retrouvé un taux de cancer donc supérieur à la population générale, avec 0,39% de cancer de vessie, des cancers qui étaient différents des cancers habituels du tabagique. Dans la population spécifique de spina bifida, il y a une étude où, de manière rétrospective, les auteurs avaient regardé sur 741 dossiers de dysgraphisme, de patients avec dysgraphisme, et ils avaient retrouvé 8 cas de cancer de vessie, dont seulement 4 étaient sous autosondage. Donc même si on a un lien qui n'est pas très clair, il faut en tout cas surveiller. Et sur cette question de la surveillance, c'est encore pas bien clair, c'est-à-dire que on sait que s'il y a une antyrocystoplastie d'agrandissement et qu'elle est là depuis plus de 10 ans, eh ben oui, là il faut faire une cystoscopie et une cytologie tous les 1 à 2 ans. Que si la neurovessie évolue depuis plus 15 ans, il faut également faire une cystoscopie. Et ça, c'est des recommandations qui sont fondées sur des accords d'experts.
Et pour tous les patients qui sont en dehors de ces cadres-là, eh ben, on est encore un peu perdu pour savoir à quelle fréquence il faut surveiller les patients sous autosondage pour prévenir et dépister de manière précoce le cancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout point d'appel avec, par exemple, une hématurie nécessite un dépistage. Donc, en conclusion, deux grands types de complications. Les complications infectieuses, avec toute la difficulté d'interpréter les études du fait de l'absence de prise en compte des facteurs associés, notamment l'équilibre de la vessie, et de différencier ce que les infections urinaires hautes avec atteinte du rein, des infections urinaires, que ce soit les prostatites, les orchiépididimites ou les cystites. Et concernant les complications urétrales, eh ben, on a quand même des données qui sont un peu plus positives avec les nouveaux modèles de sondes, mais la bibliographie reste dépassée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Camille pour cet exposé très clair. Donc, on a bien compris qu'il y a encore des progrès technologiques à faire sur les sondes et puis surtout des études pour bien montrer que la qualité des nouvelles sondes se traduise en termes de réduction des risques infectieux, des risques de traumatisme de l'urètre. Je crois qu'on va tout de suite passer la parole à Rebecca pour qu'elle nous parle Oui, de la... on a une petite question. Est-ce que le matériel d'autosondage est pris en charge par l'assurance maladie? Camille, si vous voulez répondre. Oui, les sondes sont prises en charge par l'assurance maladie. On rappelle que les sondes, c'est un matériel médical et que ça procède d'une prescription médicale que peut renouveler après une infirmière, par exemple. Mais c'est un médecin qui prescrit et c'est un produit qui est remboursé. On est en France. Il y a d'autres pays où malheureusement, ce type de traitements ne sont pas remboursés, ce qui nous pose des problèmes, de gros problèmes d'indication et de suivi des... Rebecca. Alors. Bonjour à tous. Alors, je travaille également dans l'équipe du professeur Amaranco. Moi, je suis médecin de rééducation, mais je suis également gériatre et donc je vais vous parler des spécificités des autosondages chez les patients neurologiques âgés. Alors, juste petit rappel, quand devient-on une personne âgée? Ça reste encore débattu, mais en France, on est admis en gériatrie. On peut être admis en gériatrie à partir de 75 ans. C'est l'âge de Tom Selleck que vous reconnaissez tous sur la droite. Vous devenez très âgé quand vous avez 85 ans et plus. Et pour les fans d'Harry Potter, c'est le professeur McGonagall sur votre droite. Et puis très, très vieux, c'est à partir de 95 ans. Et c'est le Sir Epstein-Barr qui a découvert le virus d'Epstein-Barr. Et donc, vous voyez que en fonction de votre âge, en fonction de votre catégorie socio-professionnelle, de savoir quand est-ce qu'on est vieux varie un petit peu. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les personnes âgées ne se ressemblent pas. L'âge, ce n'est pas vraiment la variable d'intérêt et c'est plutôt la façon dont on va vieillir. Il y a quelques spécificités quand même dans le vieillissement et notamment des syndromes gériatriques qui peuvent compliquer un petit peu la prise en charge des patients qui vieillissent et notamment, par exemple, la réalisation des autosondages. Ce sont les syndromes gériatriques, donc les chutes, la fragilité, le déclin cognitif. Le déclin fonctionnel, le syndrome confusionnel, et vous voyez que l'incontinence urinaire, dont on peut se plaindre en dehors du vieillissement, peut faire partie de ces syndromes gériatriques. C'est très souvent associé à des facteurs de risque qui sont multiples, mais tous connus, qui donnent tous la même chose, donc d'avoir plusieurs pathologies, d'avoir beaucoup de médicaments, et puis c'est associé à des événements négatifs en termes de santé. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il peut y avoir une fragilité dans le vieillissement. Une fragilité, c'est quand on n'est pas encore malade, mais quand on est à risque de basculer dans la catégorie des personnes malades, et même pour une pathologie mineure. Et ça va être aussi important à prendre en considération dans le vieillissement. Alors, vieillir avec un handicap d'origine neurologique, ce n'est pas encore très bien étudié. Pourquoi ce n'est pas encore très bien étudié? Parce que l'amélioration de l'espérance de vie des personnes qui ont un handicap congénital, par exemple d'origine neurologique, elle a grandement augmenté, mais de façon récente. Et quand on regarde, par exemple, le registre national des patients avec un spina bifida, où vous avez à peu près 900 répondants, vous n'avez que 14 patients qui ont 65 ans et plus. Donc, c'est un champ tout à fait nouveau.
Pourtant, ce qu'on a comme notion, c'est que les patients qui ont un handicap d'origine neurologique congénitale vont avoir une notion de vieillissement accéléré. Et ce qu'on peut retrouver dans les études, par exemple dans le cadre du spina bifida, c'est que les patients vont se plaindre d'une dégradation de la marche à partir de 40 ans, qui va souvent être en rapport avec une obésité, avec environ 40% selon les études d'obésité qui est déclarée par ces patients. Et quand on regarde, alors là, ce n'était pas que chez des patients avec un spina bifida, mais d'autres pathologies neurologiques, ce qui va les gêner dans le vieillissement. Quand on regarde des activités basiques de la vie quotidienne, vous allez avoir les capacités de transfert qui vont être impactées, tout ce qui va être continence, et ça peut comprendre la réalisation des autosondages, tout ce qui va être soins corporels, habillage. Alors, on a d'autres pathologies dans le vieillissement et pas forcément neurologiques qui peuvent impacter la réalisation des autosondages. Par exemple, la survenue de troubles cognitifs avec des troubles de la mémoire et de la concentration qui peuvent impacter soit l'apprentissage des autosondages si on a une découverte tardive de maladies neurologiques, soit la poursuite des autosondages si on les réalisait déjà auparavant. Les troubles visuels avec la cataracte, la DMLA, qui, je vous le rappelle, est la première cause de handicap visuel dans les pays industrialisés, avec à peu près 20 à 30% de patients qui vont être atteints après 50 ans. Chez l'homme, l'hypertrophie de prostate, qui peut parfois gêner la réalisation de l'autosondage. Et puis chez la femme, la présence de prolapsus, qui peut être un frein, une difficulté à la réalisation du sondage. Enfin, l'arthrose que vous connaissez tous. Et donc voilà, ces difficultés qui ne sont pas forcément liées au patient, mais qui peuvent être liées à l'environnement, avec un lieu de vie qui peut se modifier aussi dans le vieillissement, la présence ou plutôt l'absence des dents, les activités qu'on fait, l'aménagement de ses toilettes, les difficultés motrices. Alors, je vous parlais de l'arthrose. Effectivement, si vous avez une limitation articulaire pour avoir chez les femmes un écartement des cuisses suffisant pour faire passer la sonde, ça peut être une vraie difficulté, des limitations lors de l'installation. On peut réussir à un moment à se sonder au fauteuil et ne plus réussir à se sonder au fauteuil à cause de limitations, la fatigabilité, des douleurs. Des difficultés également psychologiques, parce que apprendre à se sonder, ça n'est jamais facile. Si on a des événements de vie qui sont négatifs, on peut avoir une dépression, et là, ça peut aussi impacter le geste de l'autosondage. Et puis, des difficultés cognitives avec les problèmes de mémoire et de concentration qui peut faire, on n'arrive pas à retenir toute la séquence pour faire un sondage. Et puis, les difficultés visuelles dont je parlais, avec la difficulté, par exemple, chez la femme de repérer le méa urinaire. Alors, est-ce qu'on a des données chez les patients neurologiques vieillissants et qui apprennent à faire les autosondages? Je vous ai mis une image de désert parce que c'est un peu le reflet de la littérature, c'est un peu le désert. On n'a pas grand-chose. Ce dont on peut vous parler, c'est quand même de notre expérience. Et dans cette étude faite avec le GRAPPA, qui est le groupe de recherche appliqué à la pelvipérinologie de la personne âgée qu'a créé le professeur Amaranko, vous voyez qu'on a appris chez un certain nombre de sujets âgés, alors âgés de plus de 65 ans, mais vous voyez qu'on n'a pas un nombre négligeable de patients de plus de 75 et de plus de 80 ans, à se sonder. En fait, pour réussir un sondage, l'âge n'importe peu, ça va être surtout l'accès au périnée et donc la limitation de l'obésité, la limitation des troubles de la dextérité qui va être déterminante dans l'apprentissage, mais aussi dans l'adhérence. Et vous voyez que ces personnes âgées adhèrent très bien à l'autosondage, que ce soit à 1 mois ou 6 à 12 mois. Il n'y a pas de différence entre les patients de moins de 75 et de plus de 75 ans. Et voilà, je vous disais, même pour l'adhérence sur le long terme, elle était plus faible s'il y avait une obésité, s'il y avait un pipi test bas, c'est un test qu'on utilise pour déterminer les capacités de préhension, les capacités cognitives. Donc, en conclusion, le vieillissement, mais pathologique, peut être associé à des difficultés à apprendre ou même à poursuivre les autosondages. L'âge n'est pas le facteur déterminant et c'est tout ce dont je vous ai parlé comme autre difficulté. On a quand même globalement peu de connaissances encore pour le moment
sur le vieillissement des patients avec une pathologie neurologique congénitale. Et donc, il faut probablement, c'est très important, il faut certainement être suivi toute sa vie parce qu'il peut y avoir des modifications à tout moment. Il y a des médecins qui sont spécialisés, des équipes qui sont spécialisées pour prendre en charge les patients en cas de difficultés rencontrées aux différents âges de la vie. Et comme a été développée une transition de l'enfance et de l'adolescence vers l'âge adulte, il y a probablement une nécessité de développer une deuxième transition vers l'âge plus âgé, vers l'âge gériatrique. Je vous remercie. Merci Rebecca de nous avoir montré toutes ces spécificités, pas forcément de la personne âgée, mais du handicap qui est parfois observé dans ces tranches d'âge. Vous avez montré d'ailleurs la grande variabilité. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat là, qui sont arrivées ou non? Il n'y a pas de questions. Il y a un témoignage d'un patient sur les sondes qui nous dit qu'apparemment, toutes les sondes ne sont pas remboursées, et notamment les sondes Béquillet-Vigeon qui l'étaient et qui ne le sont plus depuis le mois de mai. Et que cette patiente a du coup dû changer pour les coloplastes qui visiblement sont remboursés, mais beaucoup plus cher. Alors, on va pas les citer le nom, associations de patients éventuellement faire quelque chose pour revenir sur ce remboursement. Donc, on ne va pas citer le nom des sondes, mais on va vérifier tout évidemment, tous œuvrer pour que tout le matériel dont on a besoin puisse être remboursé. On va tout de suite passer la parole au docteur Frédéric Le Breton qui va aborder le problème des alternatives aux autosondages avec les drainages permanents, enfin des alternatives, peut-être le pis-aller. Frédéric. Oui, bonjour, merci de m'avoir aussi sollicité et merci de me donner l'occasion de participer à ce webinaire. Alors effectivement, je dois parler des drainages permanents. En fait, je ne devrais même plus avoir à parler des drainages permanents puisque c'est quand même une solution qui est quand même de plus en plus évitée puisque justement la technique de l'autosondage a été développée justement pour éviter d'avoir à proposer des sondages à demeure chez les patients. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans les populations de myéloméningocèle? On voit qu'effectivement, la mise en place d'une sonde à demeure devient de plus en plus rare. Vous voyez cette étude assez récente de 2020 qui montre que finalement, si on regarde un peu le mode mictionnel des patients spina bifida, la majorité sont effectivement sous autosondage et que finalement, seuls 3% de cette population de presque 200 patients relèvent de la sonde à demeure. Et c'est confirmé par cette grosse cohorte de patients britanniques, plus de 5000 patients, qui retrouvent également les mêmes données avec moins de 3% de patients qui sont dans sonde à demeure. Donc, on pourrait presque arrêter notre présentation ici puisque ça concerne une population quand même relativement infime de patients. Mais justement, on va voir pourquoi on est arrivé à ces chiffres aussi bas. C'est que justement, l'indication de la sonde à demeure, elle reste, il y a une indication de la sonde à demeure, c'est la rétention urinaire. Et quand on s'en tient à cette indication, effectivement, le traitement dans la majorité des cas, ça reste le sondage intermittent. Donc maintenant, il y a effectivement des recommandations bien strictes mises en place par l'HAS, même si on sait que chez un certain nombre de patients, une sonde à demeure ne va pas simplement être mise en cas de rétention, mais bien probablement, s'il y a une incontinence urinaire qui est trop gênante pour le patient, et notamment va se discuter chez les patients spina bifida, les patients qui sont en échec des autosondages et pour lesquels il y a effectivement toujours une rétention urinaire avec une incontinence urinaire ou des infections urinaires à répétition qui ont conduit d'ailleurs à l'échec des autosondages. Et puis, ces patients qui ne peuvent pas se sonder parce qu'il y a justement une difficulté d'accès au périnée, parce qu'ils ont un handicap trop important et peut-être des troubles cognitifs trop importants qui font que l'autosondage n'est pas possible et pour lequel il va donc être posé l'indication d'une sonde à demeure s'il existe une véritable rétention urinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on proscrit cette sonde à demeure? Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y a de tels dégâts avec la sonde à demeure?
eh bien, les complications sont multiples et elles vont être bien évidemment infectieuses, mais elles vont être aussi, et de façon très fréquente, non infectieuses. Comme vous pouvez le voir, finalement, les complications, elles sont même plus souvent non infectieuses, liées aux douleurs, aux urgences, aux lésions et aux hématuries, que les complications infectieuses qui restent un lourd fardeau pour le sondage au long cours. Alors, si l'on regarde un petit peu la fréquence de ces complications non infectieuses et notamment des complications liées au traumatisme urétro, eh bien, on voit que ces complications sur ces populations de patients qui portent des sondes à demeure, si on regarde le taux journalier de complications liées au port de la sonde à demeure, vous voyez que le risque de traumatisme urétral est pratiquement au moins aussi important que le risque de complications infectieuses. Alors, parmi ces complications liées au traumatisme urétro, eh bien, on retrouve les dégâts qui peuvent apparaître assez rapidement, qui sont les lésions de verge avec la création d'un véritable hypospade, ou de lésions de l'urètre chez la femme, ou qui peuvent être également à des lésions intra-urétrales liées au port de la sonde à demeure avec un ballonnet qui va être gonflé dans l'urètre, ou avec les lésions urétrales qui peuvent être liées au port d'une sonde à demeure au long cours, comme vous le voyez ici, chez un patient spina bifida et qui a une véritable urétrocèle. Et puis, bien évidemment, les lésions qui vont être liées au maintien de la sonde à demeure, qui sont soit les fausses routes, soit des complications de sténose urétrale, notamment liées au type de sonde choisie. Et on sait que notamment les sondes en latex ont une véritable toxicité pour la paroi urétrale, pouvant créer effectivement ces lésions urétrales. Donc, déjà, pour éviter tout ça, on va plutôt choisir quand même des charrières de gros calibre, 16-20. Et puis, bien évidemment, pour éviter ces complications, les compétences de l'équipe médicale et de l'équipe soignante sont absolument nécessaires pour éviter notamment les lésions de verge et assurer un bon positionnement de la sonde urétrale sur la paroi abdominale pour éviter les phénomènes de traction et le bon positionnement de la sonde urinaire dans la vessie. Alors, si on s'intéresse maintenant aux complications infectieuses, elles sont inévitables. Pourquoi elles sont inévitables? Parce qu'à partir du moment où une sonde à demeure est mise en place dans la vessie, elle agit comme un corps étranger. Ce corps étranger va induire l'adhérence d'un biofilm sur le cathéter et ce biofilm va véritablement créer une véritable matrice extracellulaire qui va conduire à une certaine cristallisation des protéines et notamment la création de cristaux, notamment des struvites et des apatites, qui vont être d'autant plus favorisés en fonction du type de bactéries qui se trouvent dans la vessie, qui sont des bactéries qui peuvent être productrices d'uréase et donc entraîner une augmentation du pH urinaire. Et c'est notamment le cas en présence de Proteus mirabilis qui vont créer une véritable encrustation sur le cathéter, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-jointes, et favoriser non seulement l'apparition d'infections urinaires, mais également l'apparition de lithiases vésicales qui vont nécessiter bien évidemment le changement du matériel. Ces complications infectieuses, alors on peut les répartir de trois façons. Alors la colonisation bactérienne et cette bactériurie asymptomatique, elle est systématique et on va dire que du fait de la présence du cathéter dans la vessie, il y aura automatiquement la survenue d'une bactériurie qui apparaît dès les 4 premiers jours et qui est de 100% au bout d'un mois. Donc, tous les patients qui ont une sonde à demeure auront de toute façon une bactériurie si on fait un ECBU systématique. Dans la majorité des cas, comme vous voyez, dans 75 à 90% des cas, cette bactériurie n'a pas d'expression clinique, elle est totalement asymptomatique et il ne faut surtout pas la traiter. En revanche, il peut y avoir des symptômes d'infection urinaire qui peuvent être traduits par des urines troubles, des douleurs vésicales, bien évidemment de la température, qui vont augmenter d'autant plus que le patient porte la sonde à demeure pendant longtemps et que la durée de cette sonde à demeure est d'autant plus longue, donc il faudra bien être vigilant à la fréquence de changement de ces cathéters et qui nécessiteront un traitement symptomatique. Attention, à partir du moment où vous traitez cette infection chez un patient qui porte une sonde à demeure, il faut bien évidemment changer le système. On ne va absolument pas laisser en place une sonde à demeure sur laquelle il y a une incrustation des germes et traiter une infection urinaire sans changer tout le matériel en place. Et puis,
ces fameuses lithiases vésicales, hein, qui sont un véritable fléau chez les patients qui portent des sondes à demeure au long cours. Vous voyez, pratiquement un tiers des patients vont développer des lithiases dans les 8 ans chez les patients qui ont des vessies neurologiques et qui ont une sonde à demeure au long cours. À peu près la même proportion chez les patients qui ont des cathéters suspubiens et qui est de façon beaucoup plus significative par rapport à une population de patients qui sont sous autosondage. Donc, les patients qui ont un sondage au long cours sont très pourvoyeurs à la fois d'infections urinaires et surtout de lithiase vésicale. Donc, se méfier, non seulement d'éviter le port de cette sonde et de favoriser des changements de sonde les plus régulièrement et les plus fréquemment possible, notamment si on suspecte une certaine incrustation du cathéter et notamment s'il y a un Proteus mirabilis qui sera d'autant plus pourvoyeur de lithiase vésicale. Alors, quelles sont les recommandations en termes de port de sonde à demeure au long cours? Alors, on a quand même un certain nombre de données qui vont nous éclairer, et notamment le choix du système clos. Alors maintenant, quand on porte une sonde à demeure, à la différence de l'autosondage où on est sur un sondage intermittent propre, donc non stérile, la sonde à demeure relève d'un sondage et d'une mise en place stérile, et surtout stérile et avec un système clos. C'est-à-dire qu'une fois que la sonde à demeure est mise en place, une fois qu'elle est connectée à sa poche de recueil, on ne change plus la poche de recueil. Le système est laissé en place aussi longtemps que le système doit être changé. Et ça a été démontré que finalement, le maintien d'un système clos va diminuer le risque de bactériurie du fait d'éviter effectivement toutes les manipulations liées au changement de sonde. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on voit encore très souvent des patients qui vont changer, qui vont mettre la poche de jour, la poche de nuit, qui vont changer leur poche toutes les semaines. Il est préférable de changer tout le système que de simplement changer la poche, puisque finalement, on ne modifie absolument pas la bactérie qui a adhéré sur le cathéter, mais on va simplement finalement noyer le patient et changer et avoir une poche propre. Le type de sonde va aussi avoir une influence. On a parlé tout à l'heure de la toxicité des sondes en latex, hein, que l'on va privilégier pour le post-opératoire, finalement, pour les drainages qui sont de courte durée, inférieurs à 14 jours. Donc, tous nos patients neurologiques qui, malheureusement, portent une sonde à demeure, il faudra vraiment être vigilant à choisir des sondes qui sont siliconées, qui sont moins pourvoyeuses de complications, notamment urétrales, mais également moins à risque de complications locales liées au risque de lithiase ou d'encrustation des cathéters. Alors, quand est-ce qu'il faut changer la sonde à demeure? Il n'y a pas de recommandation bien fixe. En moyenne, on va la changer tous les mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut la changer à chaque fois que vous suspectez une infection urinaire et à chaque fois que vous voulez mettre en place un traitement antibiotique sur une sonde à demeure. À chaque fois qu'il y a des signes d'obstruction de la sonde, ce n'est pas la peine de faire des lavages de vessie. Il faut changer tout le matériel et bien évidemment aller rechercher une lithiase. Ou s'il y a vraiment une désadaptation du système clos, il vaut mieux tout changer que de manipuler les poches et de rechanger les poches de recueil sans changer la sonde à demeure. Qu'en est-il des cancers de vessie, et notamment dans les populations de patients spina bifida? C'est un petit peu comme l'a dit Camille tout à l'heure. On est sur des populations de patients, on n'a pas énormément de données dans les populations de patients spina bifida. Ce sont quand même des petites études. Vous voyez cette étude assez récente également qui retrouve une médiane de survenue des cancers qui est assez jeune, hein, beaucoup plus jeune que dans la population de patients, dans la population générale, avec en général des carcinomes à cellules squameuses ou transitionnelles, et souvent des cancers qui sont assez agressifs, avec des survies qui sont relativement courtes. Le risque d'ancérocystoplastie semble être effectivement un facteur de risque de survenue des cancers de vessie, même s'il y a quand même même si c'est assez controversé, puisqu'il y a des études qui ne sembleraient pas non plus montrer un facteur forcément supérieur avec une entérocystoplastie dans les populations de patients spina bifida. Vous voyez une prévalence qui reste relativement faible, 2 à 4% des patients, quel que soit l'âge, le genre ou la présence d'une cystostomie. Alors, est-ce qu'il faut privilégier la sonde à demeure ou le cathéter suspubien? Je pense que l'un et l'autre ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'hématurie, de calcul, de risque de cancer de vessie ou d'insuffisance rénale, que ce soit une sonde à demeure ou un cathéter suspubien, les risques sont à peu près superposables.
En revanche, c'est vrai que le port d'une sonde à demeure chez l'homme sera plus pourvoyeur de prostatite, d'épididymite liés au corps étranger, liés directement au contact de la paroi prostatique, plus à risque de lésions urétrales, alors que le cathéter suspubien sera peut-être un peu moins pourvoyeur d'infections, et notamment d'infections post-opératoires. Le problème, c'est la mise en place, qui est quand même parfois assez compliquée chez des patients qui peuvent être, qui sont fragiles parfois, avec plus de risques de complications locales, d'hématomes ou d'infections cutanées. Et puis après, il y a aussi la gestion de la suite. Il est plus facile de proposer un changement de sonde à demeure à domicile par une infirmière que de faire venir le patient en consultation pour changer le cathéter suspubien. En revanche, on voit, il y a une étude qui a été faite dans les populations notamment de blessés médulaires, en termes de confort, le cathéter suspubien serait mieux toléré que la sonde à demeure, même s'il y a une contrainte de soins liée au changement de sonde. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir effectivement de la sonde à demeure? Mais vous voyez que c'est vraiment la situation de sauvetage quand il n'y a pas d'autre solution. Et puis surtout, un patient qui a une sonde à demeure, il faut se demander pourquoi il a cette sonde à demeure. Est-ce qu'on ne peut pas lui proposer autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des indications chirurgicales à proposer, peut-être dont va nous parler Benoît? Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on a fait le choix de mettre une sonde à demeure, qu'elle soit pour une période plus ou moins transitoire, on privilégie le système clos, éviter des manipulations intempestives pour éviter les complications infectieuses. Je vous remercie. Merci Frédéric. Donc, on a bien compris que la sonde à demeure, il n'y a pas trop d'intérêt. Il vaut mieux faire des autosondages. À moins qu'on ait des solutions chirurgicales, Benoît? Merci Nico. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran, j'espère que ça va fonctionner. Vous voyez mon écran? Super. Alors oui, effectivement, il m'est donné la chance de défendre la chirurgie et bien sûr, j'aurais beau jeu que de démontrer que tout ce qui a été dit avant, finalement, était là pour vous convaincre qu'il faut recourir aux alternatives chirurgicales. Mais je ne vais pas tomber dans ce piège et je vais essayer de vous démontrer que justement, c'est vraiment des options de dernier recours qu'il faut éviter au maximum et qu'on utilise vraiment en solution, je dirais, de sauvetage. J'ai listé les alternatives chirurgicales aux autosondages, je dirais, principales. On pourrait en lister quelques-unes d'autres et puis des putatives pour le futur. Mais je vais essentiellement vous parler là de la stomie urinaire, qui est connue communément sous le nom de briquet en France. La cystostomie suspubienne, qu'on peut voir comme quand même une solution chirurgicale, puisqu'elle nécessite une petite intervention pour la mettre en place. La neuromodulation sacrée, la sphinctérotomie endoscopique, soit chirurgicale, soit prothétique, et la cystostomie continente. Pour qui ces alternatives chirurgicales, comme je vous le disais, c'est vraiment, et là je souscris tout à fait à tout ce qu'ont dit mes collègues, vraiment l'autosondage doit être privilégié autant que faire se peut, et on envisage ces solutions chirurgicales qu'en solution de recours, qu'en alternative vraiment ultime. Et notamment chez les patients qui ont une impossibilité à réaliser des autosondages, soit parce qu'ils ont un déficit, par exemple, moteur des membres supérieurs. C'est le cas, par exemple, des tétraplégiques. Alors, quand c'est des tétraplégiques hauts, très hauts, ils ont vraiment plus de mobilité suffisamment au membre supérieur, donc on peut à ce moment-là leur proposer des solutions chirurgicales. Les patients en fauteuil qui ont des difficultés de transfert, les patients qui ont des troubles cognitifs, puisque l'autosondage, au-delà des capacités physiques, elle nécessite des capacités mentales, de rigueur, pour être fait bien régulièrement. Les anomalies locales anatomiques au niveau urétral, tout ce qui est fausse route, sténose, fistule, qui empêchent la réalisation des autosondages, mais également la mauvaise dextérité ou enfin les incontinences majeures qui peuvent, au-delà de la qualité de vie, de l'altération de la qualité de vie, poser des problèmes locaux, notamment cutanés, d'escarres, et nécessiter le recours à des alternatives chirurgicales. Alors, la cystostomie suspubienne, rapidement, je ne vais pas redire ce qu'a dit Frédéric.
elle vous a bien expliqué, c'est en fait une sonde vésicale par voie suspubienne qu'on met directement dans la vessie. C'est une courte intervention sous anesthésie locale, enfin en général sous guidage échographique, voilà, qui permet ce drainage continu. C'est une intervention, encore une fois, je mets des guillemets, qui a une relativement faible morbidité. Pour autant, il y a des complications rares mais potentiellement graves, et notamment la principale, c'est la perforation intestinale qui peut être très embêtante. C'est moins de 1% des cas, mais quand ça arrive, on est très très embêté. Ça peut donner lieu à une péritonite, nécessiter une intervention lourde, parfois une stomie digestive. Donc, malgré tout, une certaine morbidité. Il a été démontré dans des études de faible niveau de preuve que ça pouvait améliorer la qualité de vie d'un certain nombre de patients atteints de pathologies neurologiques. Et Frédéric vous l'a également très bien dit, en fait, globalement, ça ne protège pas de la plupart des risques de la sonde urétrale, si ce n'est les risques urétraux en eux-mêmes, mais également quand même, notamment chez l'homme, où on évite de mettre comme ça un corps étranger dans la prostate, ça diminue aussi le risque d'infection urinaire. Par contre, il y a toujours un risque de cancer au long cours. Il y a des blocages fréquents, des insuffisances rénales qui sont possibles parce que le régime de pression vésicale s'il est très important, n'est pas forcément bien contrôlé avec une cystostomie seule. Il faut associer à ce moment-là d'autres thérapeutiques. Je pense, en tout cas, voilà, ma vision de la cystostomie suspubienne, c'est que ça peut être une solution temporaire dans certains cas, mais la plupart des complications survenant au long cours, il faut toujours quand même essayer de se poser la question quand on a la perspective de devoir garder une cystostomie suspubienne très longtemps, si on ne peut pas faire autre chose pour éviter ces risques de complications graves au long cours que sont cancer de vessie, insuffisance rénale et autres. Et puis l'autre contrainte à laquelle on ne pense pas assez de la cystostomie suspubienne, au-delà des obstructions fréquentes, la sonde qui se bouche à cause de dépôts qui peuvent occasionner des fuites, ça nécessite un changement toutes les 4 à 8 semaines, théoriquement par un médecin. En pratique, des infirmières spécialisées le font, mais beaucoup d'infirmières refusent de le faire. Et donc, c'est un problème. C'est un problème pour les patients qui doivent faire des allers-retours comme ça avec les structures hospitalières très fréquents. Et en termes de qualité de vie, c'est à noter. Il y a également, je vous ai dit, dans cette alternative chirurgicale, la cystostomie continente. Alors, la cystostomie continente, c'est finalement pas une alternative aux autosondages, c'est une aide aux autosondages. Et c'est principalement pour les patients pour lesquels les autosondages ne sont plus possibles par voie urétrale pour diverses raisons, notamment les tétraplégiques incomplets qui n'arrivent pas à accéder facilement au périnée et à l'urètre, mais qui peuvent accéder facilement à leur abdomen. Également, je vous ai dit tous ces problèmes urétraux, de fistules urétrales, de fausses routes, etc. Eh bien, on va créer un petit chenal chirurgicalement entre la vessie et la paroi abdominale, soit avec l'appendice, et c'est la procédure qu'on appelle l'intervention de Mitrofanoff, soit avec de l'intestin grêle, un Monti ou un Casalet, pour permettre de réaliser ces autosondages via ce petit chenal abdominal. Ça nécessite une intervention relativement lourde et on va donc créer ce chenal avec une extrémité soit au niveau de l'ombilic, soit au niveau de la fosse iliaque, avec un accès beaucoup plus facile. C'est aussi parfois indiqué chez des patients pour qui les transferts sont difficiles puisqu'on peut assez facilement se sonder au fauteuil quand on a ce type de dérivation urinaire. Il y a une littérature relativement abondante mais de faible niveau de preuve, essentiellement des séries rétrospectives qui ont évalué la cystostomie continente, qui a donc été décrite par un chirurgien français, Philippe Mitrofanoff, en 1980. Donc, il y a un recul assez important sur ces cystostomies continentes et toutes les séries se concordent sur le fait qu'il y a des résultats fonctionnels qui sont en général bons, une possibilité d'autosondage chez 84% en moyenne, avec par contre une nécessité de réintervention fréquente, et c'est 36% des patients chez qui on crée une cystostomie continente, chez qui on devra refaire au moins une intervention dans les 5 ans. Donc c'est pareil, c'est quelque chose à garder à l'esprit, c'est une solution intéressante, mais au prix d'une chirurgie relativement lourde et de réintervention assez fréquente.
La sphinctérotomie endoscopique, ensuite, c'est une incontinentation urinaire qui peut être soit chirurgicale, on va inciser le sphincter strié par voie endoscopique et éventuellement le col vésical, ou bien prothétique, on met en place une petite prothèse qui va empêcher la fermeture du sphincter, prothèse qu'il faudra à ce moment-là changer régulièrement. Et c'est un traitement qui ne s'adresse qu'aux hommes, malheureusement, c'est un traitement un peu sexiste. Et il y a une raison à ça, c'est que une fois qu'on a incontinenté le patient, il faut pouvoir l'appareiller avec un étui pénien, puisque évidemment, il n'est pas question de le laisser uriner dans des protections et d'avoir l'altération de la qualité de vie et aussi les complications éventuellement cutanées dont on a parlé précédemment. Donc, il faut impérativement qu'il soit appareillable. Et certains patients, certains hommes ne le sont pas, notamment s'ils ont une verge enfouie ou une verge de trop petite taille. Il y a un autre prérequis important pour pouvoir faire une sphinctérotomie endoscopique, c'est qu'il faut qu'il y ait un régime de pression vésicale suffisant. Donc, il faut que le mécanisme de la rétention soit bien une dysynergie vésico-sphinctérienne avec une vessie qui se contracte fortement et un sphincter qui ne s'ouvre pas et qui empêche l'évacuation des urines. Si on a une grande vessie flasque, même si on fait une sphinctérotomie, la vidange ne sera pas bonne et ça ne va pas fonctionner. Ça avait été très bien montré par l'équipe de Rouen dans cet article récent publié en 2018 dans Neurourologie. Et puis, je vous ai dit qu'on pouvait le faire de façon chirurgicale ou prothétique. Et il y a eu une Cochrane Review sur le sujet en 2014, donc une revue systématique de la littérature très exhaustive avec une méta-analyse qui suggérait que les résultats en termes d'efficacité étaient plutôt bons et plutôt similaires entre sphinctérotomie prothétique ou chirurgicale. Pour autant, même si ça paraît, voilà, ça se fait par les voies naturelles avec une petite caméra, ça paraît quelque chose de relativement mineur, il y a des risques. Il y a des risques à cette sphinctérotomie et notamment d'infection urinaire, mais aussi de saignement, puisqu'on a un complexe veineux qui passe juste au-dessus de l'urètre prostatique, qui est le plexus de Santorini, qu'on peut être amené à ouvrir pendant ces incisions. Et malheureusement, ça peut donner des saignements importants. Et également, le risque, c'est la sténose urétrale. Deux dernières options dont je voudrais vous parler rapidement. L'astomie urinaire, qu'on appelle également communément dans beaucoup de pays le conduit iléal, et en France, on le nomme souvent Bricker, du nom de son inventeur Eugène Bricker. Eh bien, c'est la création d'une stomie urinaire non continente transiléale. On va en fait prendre un petit bout d'intestin grêle dans lequel on va brancher les tuyaux qui viennent des reins, qui sont donc les uretères, et on va brancher ce bout d'intestin à la peau. Et vous voyez la présentation ici de cette stomie urinaire avec eh bien, une poche qu'on va venir coller pour collecter les urines. Et on va, dans l'immense majorité des cas, dans ces situations, enlever pendant l'intervention la vessie. C'est une intervention qui a été évaluée dans un certain nombre de séries de la littérature. On n'a pas d'essais prospectifs randomisés sur le sujet. On a quelques petites cohortes prospectives qui tendent à démontrer que eh bien, la création d'une stomie urinaire améliore la qualité de vie dans un certain nombre de cas. Ça a passé à la diapo suivante, je n'avais pas cliqué, mais c'est pas grave. J'ai pas pu résister, je suis désolé, âme sensible, s'abstenir, fermer les yeux, mais j'ai pas pu rester à une petite vidéo de chirurgie quand même. On a voilà des nouvelles techniques et notamment le robot chirurgical qui nous permet de faire cette intervention beaucoup plus simplement, avec beaucoup moins de complications post-opératoires. Vous voyez, avec ces petits instruments qu'on place par des tout petits trous dans l'abdomen et qui nous évitent d'ouvrir en grand le ventre, sont extrêmement précis. On a une vision en 3 dimensions, plein de petits outils qui facilitent la réalisation de cette intervention lourde et qui, on va le voir juste après, tendent à diminuer le risque de complications qui est non négligeable pour cette intervention. Vous voyez, ça c'est la série de Rennes que j'ai présentée dans différents congrès. Quand on faisait cette chirurgie par voie chirurgicale ouverte, donc en ouvrant le ventre ou par célioscopie, on avait jusqu'à 30% de complications majeures. On a réussi à abaisser ce taux à un peu moins de 10% grâce à la chirurgie robotique. Mais ça reste une intervention assez lourde, reste aussi malgré tout une option.
Et puis, la dernière option, c'est la neuromodulation sacrée, extrêmement séduisante sur le papier. C'est mettre une électrode de stimulation au contact de la racine sacrée S3 pour, en fait, forcer la vessie à se recontracter ou forcer le sphincter qui ne veut pas s'ouvrir à mieux s'ouvrir. La racine S3 étant extrêmement impliquée dans le contrôle neurologique de l'appareil vésico-sphinctérien. Ça se fait en 2 temps opératoires, une phase test, on met juste l'électrode, et puis si ça fonctionne bien, dans un deuxième temps, on met ce boîtier de neuromodulation en général dans la fesse, ou bien on explante l'électrode. Pour autant, la neuromodulation sacrée, même si dans, vous voyez, le libellé de la HAS, elle peut être utilisée dans la rétention urinaire chronique, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes pour l'utiliser, notamment dans les pathologies neurologiques. Jusqu'à très récemment, la neuromodulation étant un système métallique, contre-indiquait la réalisation d'IRM, qui est souvent nécessaire chez les patients atteints de pathologies neurologiques, en tout cas d'IRM rachidienne, abdominale, pelvienne. On pouvait faire IRM tête et cou, mais ça s'arrêtait là. Et sinon, il fallait privilégier d'autres modes d'imagerie. Les nouvelles générations de neuromodulateurs tendent à régler ce problème, puisque maintenant, on a des systèmes IRM compatibles, et donc, ça devrait plus être un souci d'implanter un neuromodulateur chez des patients qui ont besoin d'IRM régulière. Mais par contre, je me dois de souligner que pour les pathologies neurologiques et les rétentions urinaires liées aux pathologies neurologiques, eh bien, la neuromodulation sacrée, il y a très très peu de données dans la littérature. C'est essentiellement chez des patients atteints de sclérose en plaques ou de pathologies suprapontiques. Et globalement, toutes les sociétés savantes s'accordent à dire que ce n'est pas un traitement recommandé pour la rétention chronique d'urine chez le patient neurologique. Donc, en conclusion, les indications de ces alternatives chirurgicales aux autosondages, c'est vraiment l'impossibilité de réaliser les autosondages, et il faut, je dirais, avoir tout essayé pour permettre les autosondages avant d'y recourir. Il y a 5 techniques que j'ai listées principales, qui sont la cystostomie suspubienne, la sphinctérotomie endoscopique avec étui pénien, la cystostomie continente, la stomie urinaire bricaire ou la neuromodulation sacrée. Mais il est primordial d'évaluer ces patients de façon pluridisciplinaire avant toute décision chirurgicale, et si possible, ces chirurgies, quand elles doivent être faites dans des centres qui ont l'habitude, qui ont une expertise, puisque ce sont des chirurgies assez spécifiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Benoît pour cet exposé. Merci d'avoir terminé sur la nécessité d'avoir des centres de référence que nous sommes pour les maladies rares, et sur la nécessité d'avoir des équipes multidisciplinaires entre des gens qui connaissent la neurologie, la médecine de réadaptation et les chirurgiens, puisque c'est à partir de ce type de collaboration que la prise en charge et l'évaluation est optimale pour les patients. Est-ce que nous avons quelques questions sur le… On a reçu une question, oui. Quelles sont les causes de réintervention sur les cystomies continentes? Benoît. Vous me permettez de répondre. C'est une question, c'est une excellente question. Alors en fait, c'est essentiellement, comme je dis souvent à mes patients, c'est de l'orfèvrerie, hein, la création d'une cystostomie continente, parce qu'il faut créer ce petit chenal qui va de la vessie à l'ombilic, qui soit à la fois perméable pour permettre les autosondages, mais en même temps, comme on l'a dit dans le titre, continent. Et ce système de continence, c'est une petite valve anti-reflux qu'on crée au niveau de la vessie. Donc c'est un équilibre très fin pour être perméable, mais pas trop perméable. Et donc, les complications qui surviennent le plus souvent, ce sont essentiellement soit justement un chenal qui n'est pas suffisamment perméable, et donc des sténoses, des fausses routes qui nécessitent de réélargir le canal, de rectiniser le canal pour repermettre ces autosondages, soit à l'inverse, un système qui n'est pas continent et qui est un reflux de la vessie vers l'abdomen, évidemment extrêmement handicapant, avec des urines qui coulent à ce moment-là par l'abdomen, et donc il faut trouver des moyens de refaire le système anti-reflux pour arrêter ces fuites. Les principales causes de réintervention sont celles-là, avec également, dans le cas des fausses routes, etc., des petits abcès, des infections qui peuvent aussi se créer autour du canal et qui nécessitent d'être drainées et d'être mises à plat. Voilà. Merci Benoît. D'autres questions? Pour le moment, non, on n'a pas d'autres questions. Bon, n'hésitez pas si quelqu'un veut en poser une dernière.
J'ai cru voir une question sur le chat qui était pourquoi est-ce qu'on retire la vessie même si elle est inactive? Peut-être que Benoît, tu veux répondre à cette question dans le cas du briquaire, j'imagine. Eh bien, excellente question. Alors, il faut savoir que c'est une question qui fait débat dans la communauté médicale et qui est pas forcément toujours tranchée. En France, on a coutume de retirer la vessie parce que si on la laisse en place, on a constaté que même si elle est déshabitée, il y a des sécrétions muqueuses en fait qui persistent et donc il va pouvoir se faire dans un certain nombre de cas ce qu'on appelle un pyocyste, c'est-à-dire une boule de pus, en fait, un abcès, une infection de cette vessie déshabitée qui est assez difficile à gérer, qui peut donner des infections graves. Et puis au-delà de ça, il y a un risque, malgré tout, même si c'est relativement rare, de cancer dans cette vessie déshabitée et un cancer qu'on va en général avoir du mal à diagnostiquer parce que bah, le patient n'urine plus, donc il ne va pas forcément voir de sang dans ses urines ou autre et le cancer va se développer, ça va être assez embêtant. Et puis éventuellement aussi la troisième raison, c'est des petits écoulements. Mais il faut savoir que par exemple aux États-Unis, on a un certain nombre de collègues qui encore aujourd'hui n'enlèvent pas toujours la vessie. Voilà, c'est un débat dans la communauté médicale, mais en France, on a tendance à la retirer pour les raisons que je viens de citer. Merci. Julie? Pas d'autres questions de mon côté. Parfait. Ben, je pense qu'on va. Oui, Non, pas d'autres questions. pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire, remercier tous les participants, remercier ceux qui nous ont suivis. Et de toute façon, je pense qu'il sera disponible sur le site de la filière. Tout à fait, oui. On va le mettre en ligne sur le YouTube de la filière et on le mettra sur le site. Parfait. Ben, écoutez, merci à tous. Très bonne fin de journée et puis à très bientôt. On espère, comme d'habitude, en présentiel. Au revoir à toute l'équipe de Et Tenon merci à vous pour vos présentations. et au revoir à Benoît Merci, et Benoît, merci. à toute l'équipe de Merci Rennes. beaucoup.